Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Jean-François Fiorina, je suis le directeur adjoint de Grenoble École de Management, directeur de l'ESC Grenoble. Bienvenue à cette 8e édition du Festival de géopolitique et merci d'être aussi nombreux depuis hier pour participer à tous les échanges. On va continuer donc sur ce débat des dynamiques africaines avec différents points de vue et puis dans la conférence et le créneau qui nous est maintenant imparti, la vision donc de M. Gégaud, et puis avec pas mal d'éléments, puisque vous êtes impliqué dans différents domaines. Hein, comme ça a été annoncé, on vous laisse d'abord faire la présentation, et puis ensuite on passera aux questions. Je suis très impressionné, d'abord d'être dans cet amphithéâtre, que j'ai vu il y a quelques semaines vide, mais plein, c'est encore plus impressionnant. Ensuite, d'être un des invités de ce festival. Je crois qu'en regardant le programme, on s'aperçoit de l'extrême richesse des travaux qui sont faits et de la masse d'intelligence, de connaissances qui va être concentrée en quelques jours ici à Grenoble. Je trouve que c'est tout à fait impressionnant. Et puis impressionné, au fond, de vous parler de l'Afrique. Qui suis-je pour venir vous parler de l'Afrique ? La seule porte d'entrée qui peut justifier ma présence, c'est qu'effectivement Jean-Louis Borloo m'a confié une charge importante, c'est d'être l'un des vice-présidents de sa fondation. Et la fondation de Jean-Louis Borloo, elle s'est donné un objectif, c'est d'aider, c'est de faire levier pour permettre à l'Afrique de mieux accéder à l'énergie. Et qu'à cette occasion, on ouvre le débat qui nous concerne aujourd'hui sur les multiples questions qui se posent entre l'Afrique et l'Europe ou au regard de l'Afrique. C'est évidemment les thèmes transversaux de ce festival. L'Afrique est dans un moment tout à fait particulier de son histoire et elle est dans la mondialisation l'un des territoires où se joue la réalité de la mondialisation, c'est-à-dire un double choc. D'abord le choc démographique, et je crois que la question africaine, elle est d'abord la question démographique. Imaginez que ce continent, en un siècle, entre 1950 et 2050, va voir, si les prévisions des démographes sont justes, sa population multipliée par 10. Et passer en gros de 200 millions d'habitants à peu près en 1950 à 2 milliards, ce qui est le plus grand choc de l'histoire de l'humanité sur un territoire et qui a des conséquences considérables dans tous les domaines et qui doivent nous obliger évidemment d'abord à les comprendre. Et je crois que des initiatives comme celle de GEM autour de ce festival sont des initiatives de pédagogie, à les anticiper, et je suis aussi un homme politique, un ancien ministre, un député, pour ce qui est des politiques, à essayer d'adapter nos systèmes, nos pays, nos réflexions à ces changements. Vous êtes les acteurs de cette génération qui verrait l'Afrique devenir le plus grand continent en termes d'habitants au monde. On dit, et les chiffres poussent à l'idée de croire qu'en 2050, un être humain sur 4 sera africain, ce qui est absolument gigantesque. Et cette croissance, elle amène l'Afrique à avoir aujourd'hui 50% de sa population qui a moins de 24 ans, qui est donc une Afrique jeune, née dans le XXIe siècle ou entrée totalement dans le XXIe siècle avec tout ce que ça concerne. Cette Afrique, pourtant, elle subit beaucoup de déséquilibres qui sont dus à ce choc démographique. Et puis, elle a aussi beaucoup de perspectives et d'opportunités qui sont dues alors au deuxième choc que j'évoquais au début de mon propos, de la mondialisation, qui est le choc technologique. Au fond, la mondialisation, c'est une planète qui croît à toute vitesse en termes de nombre d'êtres humains et une technologie qui est en train de tout changer. Les journalistes parleraient d'ubérisation du monde. Je ne sais pas si c'est un bon terme, mais au fond, la technologie est en train de tout changer. D'ailleurs, elle change même les festivals et les conférences de ce type-là, puisque au-delà de ceux qui sont dans cette salle, il y a tous ceux qui regardent derrière leur écran autour de la planète cette conférence, qui l'eût cru il y a 25 ans que ce genre de choses serait possible de façon aussi simple. Et ce changement technologique, il a aussi un impact sur l'Afrique, mais
pour être porté par l'Afrique, pour que ces 2 milliards d'Africains puissent y accéder, il faut évidemment quelques préalables. Et parmi ces préalables, et c'est la réflexion de Jean-Louis Borloo, il y a l'accès à l'énergie. Vous n'accédez pas aux nouvelles technologies si vous n'accédez pas à l'énergie. D'ailleurs, vous n'accédez à rien si vous n'accédez pas à l'énergie. Vous n'accédez pas à la santé, vous n'accédez pas à l'éducation, vous n'accédez pas à l'alimentation, vous n'accédez pas à l'eau, vous n'accédez à rien. Imaginez ce que c'est que de vivre sans énergie. On ne le sait plus, on est tellement habitué à la magie de l'énergie partout qu'on n'imagine plus ce que c'est, mais évidemment aujourd'hui, seuls 20% des Africains accèdent à l'énergie, ce qui veut dire que 80% des Africains n'y accèdent pas. Ça a des conséquences. Ça a des conséquences qui sont liées, qui impliquent par exemple une migration intérieure à l'Afrique considérable. Les Africains migrent vers les villes où il y a l'énergie. Et il y a un développement urbain qui est tout à fait considérable, inquiétant dans un certain nombre de cas. Mais il y a aussi une migration qui pousse vers les frontières extérieures de l'Afrique. On dit, si les chiffres sont exacts, qu'il y aura 30 millions d'Africains qui sont en migration à l'heure où on parle, et que sur ces 30 millions, 15 millions migrent à l'intérieur de l'Afrique, avec des chocs qui peuvent être violents. Il s'est passé il y a quelques mois des manifestations, des violences, des conflits, des tensions en Afrique du Sud, par exemple, dues à la migration. Et puis, évidemment, l'autre partie, les autres 15 millions, migreraient vers l'extérieur de l'Afrique, dont une partie, on dit que c'est 7 ou 8 millions, vers l'Europe, ou souhaiteraient migrer vers l'Europe. Ce phénomène étant d'ailleurs renforcé par le développement de l'accès aux smartphones, aux téléphones portables, 1 milliard d'Africains, 650 millions de portables. Ça devient l'outil technologique de l'Afrique d'aujourd'hui, et même quand il n'y a pas d'énergie, le peu d'énergie qu'on capte, c'est souvent pour pouvoir recharger le portable. Mais le portable, c'est aussi une fenêtre ouverte sur les sociétés développées, et en particulier l'Europe. Et c'est aussi la vitrine qui incite certains à se dire « mais on va aller là où il y a de la lumière », au sens à la fois philosophique et plein du terme. Et donc la pression migratoire qui crée les drames que l'on connaît, que l'on a vus, qui transforment peu à peu la Méditerranée en un cimetière, sous nos yeux, qui oblige les élus et les politiques à expliquer ce qu'ils vont faire. D'aucuns vous disent qu'ils vont fermer hermétiquement des frontières. Ne les croyez pas trop. Il n'y a pas de frontières hermétiques. D'autres ont d'autres visions, mais cette pression, elle va être le grand phénomène du siècle qui vient. Ce n'est pas seulement dû aux guerres. D'ailleurs, les guerres étant dues elles-mêmes au phénomène démographique. D'ailleurs, le développement du terrorisme en Afrique puise ses sources dans le déracinement des Africains qui, quittant leur village pour aller en ville, sont plus malléables pour être pris en main par les extrémistes qui leur retournent le cerveau, pour prendre une expression triviale. Et donc on voit bien que ce phénomène, il nous concerne, que ce phénomène, il nous oblige, et qu'au fond, le préalable qu'évoque Jean-Louis Borloo de l'accès de l'Afrique à l'énergie, il est absolument indispensable pour aider l'Afrique à trouver son propre équilibre, à trouver son propre développement, et pour éviter que l'explosion africaine ou que les tensions africaines liées à l'explosion démographique n'aient trop de conséquences, y compris sur nous, si on veut juste être égoïste en disant en quoi sommes-nous concernés. L'idée de la Fondation Aide Jean-Louis Borloo est au fond assez simple, c'est de dire on sait que les projets d'électrification existent, on sait qu'ils peuvent être montés. Ils sont compliqués à monter parce que l'électrification n'est pas la plus simple des infrastructures à créer. Je m'explique, il est plus simple de construire un aéroport, un pont ou des routes que d'électrifier un secteur. Parce qu'il faut des réseaux, parce qu'il faut des lieux de production, parce qu'il faut une tarification, parce que c'est un peu plus compliqué. Donc toute l'aide au développement aujourd'hui, elle s'oriente plutôt vers ce qui est le plus facile à faire. On va vous construire un pont et une route, c'est un peu plus simple, on le fera plus vite qu'un système électrique qui est un peu plus compliqué. Donc il faut réorienter une partie de l'aide au développement vers l'électrification qui est majeure. C'est une des constats de Jean-Louis Borloo. Deuxième élément, il faut prendre en compte l'idée que l'Afrique est aujourd'hui la victime de la COP 21. L'Afrique produit très peu de CO2.
Et l'Afrique ne devrait pas être coupable ou ne devrait pas être astreinte à des contraintes qui l'empêcheraient de se développer, parce que si le problème climatique existe, c'est parce que ce sont les autres qui ont produit trop de CO2. Donc il faut aussi qu'on puisse développer les énergies renouvelables, et l'Afrique offre un potentiel gigantesque d'énergie renouvelable dans tous les domaines. On pense au solaire, mais pas seulement, dans tous les domaines, et que ce potentiel d'énergie renouvelable, il est aussi un intérêt économique pour beaucoup d'entreprises mondiales, et que ces entreprises sont prêtes à venir à condition qu'elles trouvent leur équilibre économique. Et c'est dans l'analyse que porte la Fondation l'idée de dire qu'il faut que les fonds internationaux que nous allons aller chercher, ils servent à permettre aux acteurs privés à trouver leur équilibre économique et donc à équiper l'Afrique, en particulier dans l'énergie renouvelable, même si c'est pas exclusif. Et que tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce mouvement de micro-structures de production d'énergie, de micro-réseaux, correspond parfaitement à la demande africaine, qui a là un champ d'expérimentation, de développement qui est tout à fait considérable. Et que l'idée, pour en rester sur ce que souhaite faire Jean-Louis Borloo, c'est de mobiliser à travers une agence des 54 États africains de l'électrification, des financements internationaux publics, voire privés, beaucoup de donateurs veulent s'engager sur ce secteur, pour aider l'Afrique à ce que les projets d'électrification aillent plus vite qu'ils ne vont jusqu'à présent. Et de dire à l'Afrique, au lieu de vous électrifier à 100% ou à 80% en 20 ans ou en 25 ans, ben on va essayer de le faire en 7 ou 8 ans, parce qu'il y a urgence. Et que parce que plus on va accélérer l'accès à l'électricité, plus on va accélérer le rééquilibrage du continent, et puis on va permettre à l'Afrique de trouver sa propre croissance, son propre développement, et de faire face au choc démographique que j'évoquais au début de mes propos. On voit bien qu'il y a là un enjeu absolument vital pour l'Afrique et pour nous. Et un enjeu vital, si on regarde le verre à moitié vide pour éviter l'explosion migratoire ou les tensions migratoires qui étaient dans mon propos tout à l'heure, et un enjeu vital, si je regarde le verre à moitié plein, pour se dire que la croissance de l'Afrique peut porter aussi la croissance de l'Europe. Que cherchons-nous? Que cherchent les hommes politiques? De la croissance pour faire de l'emploi. Grand combat. L'Afrique, aujourd'hui, c'est 5% de croissance en moyenne, avec des disparités terribles, hein, évidemment, entre pays, je ne rentre pas, mais globalement, c'est 5%, avec 20% d'accès à l'énergie. Si nous montions, et c'est possible en 5 à 7 ans, à 80% d'accès à l'énergie, tous les économistes disent que l'Afrique peut tangenter les 10% de croissance. 10% de croissance de l'Afrique, tous les économistes expliquent que sans que l'Europe ne fasse rien de plus, par notre proximité, par nos liens, par notre histoire, par ce qui existe déjà, c'est 1,5% de croissance de plus pour l'Europe sans bouger. Quand on regarde ce qu'est la croissance française, vous vous dites qu'1,5% de plus sans rien faire, ça vaut le coup? Ça vaut la peine d'y penser, ça vaut la peine d'y songer, et qu'au fond, cette croissance, elle peut être beaucoup plus partagée, peut-être que c'est 1,5%, si nous sortons du champ purement économique et si nous regardons le champ de l'histoire, et si nous regardons le champ de la sociologie, de la culture, de ce qui nous rapproche de l'Afrique. Il nous rapproche une histoire partagée, il nous rapproche la langue. Grâce à l'Afrique, le français sera sans doute, au cours de ce siècle, la langue la plus parlée du monde. Du monde, grâce à l'Afrique et à la croissance africaine. Et puis si vous additionnez le français, l'anglais et le portugais, vous avez fait pratiquement le tour de l'Afrique. Et ce sont des langues européennes. On se demande d'ailleurs comment la pression chinoise qui porte aujourd'hui sur l'Afrique, la présence chinoise, arrive à faire ce partage culturel avec autant d'éloignement. Et pourtant, ils y arrivent, ils sont là, ils sont très présents, avec une brutalité que personne ne dénonce jamais. Quand je parle de brutalité, c'est brutalité économique, hein. Moi, je peux vous donner l'exemple de ce que j'ai vécu comme ministre des Outre-mer. Dans les Outre-mer françaises, nous avons une collectivité, un département maintenant, qui s'appelle Mayotte. Mayotte, c'est un petit bout d'Afrique.
qui flotte pas très loin du sud du continent dans l'océan Indien. Et dans les années 1974, le président Giscard d'Estaing a voulu répondre aux demandes des populations des Comores, les 4 îles des Comores, dont Mayotte. Mayotte est une des 4 îles des Comores, en faisant un référendum d'autodétermination. Et par un amendement des sénateurs, le référendum ne s'est pas joué sur le global des 4 îles, mais île par île. 3 îles ont dit on veut être indépendante, Mayotte a dit on veut rester française. C'est comme ça que Mayotte est restée attachée à la France, que les 3 autres îles des Comores ont pris leur indépendance, avec aujourd'hui évidemment un différentiel de développement qui est considérable, mais ce n'est pas là mon propos. Mon propos, c'est que les Comores, c'est l'Afrique. Nous avons donc vis-à-vis des Comores une politique d'aide au développement très européenne, très française, très polie, très bien élevée. On ne veut pas leur donner du poisson, mais leur apprendre à pêcher. Voilà 15 ans qu'on réfléchit en se grattant la tête pour financer une maternité dans l'île voisine de Mayotte, parce que la pression migratoire sur Mayotte, que vous entendez souvent évoquer peut-être à la télévision ailleurs, elle est surtout due au fait que, comme il n'y a pas de maternité, les femmes viennent accoucher à Mayotte. Alors on dit c'est pour que leurs enfants soient français. Pour que leurs enfants soient français, il faut qu'ils attendent l'âge de 16 ans et qu'ils justifient d'avoir vécu un certain nombre d'années, qui n'est pas forcément la réflexion de la maman qui vient accoucher. Elle vient accoucher parce qu'il n'y a pas de maternité digne de ce nom dans l'île d'à côté. Et donc les services se grattent la tête en disant mais comment on pourrait faire une maternité? Et donc ça fait des années que ça ne bouge pas. Moi j'ai été ministre 2 ans, je me suis dit on va faire bouger ce dossier, il n'a toujours pas bougé, mais je vous rassure, 10 ans après il n'a pas plus bougé. Ça, c'est notre vision de l'aide au développement, du partenariat avec l'Afrique. Et ce qui est vrai là est vrai dans beaucoup d'autres endroits. Mais les Chinois sont arrivés, ils ont vu le président des Comores, ils ont dit « Vous avez besoin de quoi ?» Il se fait gratter la tête, il a dit « J'aurais besoin d'un aéroport et d'un palais présidentiel. » 18 mois après, il l'avait construit. Avec leurs entreprises, leurs ouvriers, leurs matériaux, ils se sont installés, leurs entreprises sont restées, ils sont là. C'est ce que j'appelle la brutalité économique. Nous, on a un passé, un passif, une histoire, on est très bien élevés et on est là à se gratter la tête pour savoir comment on pourrait faire notre maternité et qui pourrait la gérer, comment on pourrait former le personnel et combien ça coûterait. Il y a dans cet enjeu géopolitique, dans la vision chinoise vis-à-vis de l'Afrique aussi, une vision qu'il faut qu'on ait à l'esprit. Et la co-croissance qui est celle que j'évoquais tout à l'heure, les perspectives de récupérer ou de capter ou de gagner en croissance grâce au développement harmonieux de l'Afrique, il doit nous obliger, il doit obliger à regarder toutes ces réalités, il doit obliger à rapprocher nos entreprises, à les faire travailler ensemble. Alors sur l'énergie, je l'espère, et j'espère que si l'énergie en Afrique se développe, si l'agence que souhaite Jean-Louis Borloo voit le jour, ce sera des entreprises européennes qui aideront à faire les travaux, et en partenariat avec des entreprises aussi africaines, mais on peut coopérer sur beaucoup d'autres domaines. La question alimentaire, elle est majeure. Nourrir 2 milliards d'hommes, ça demande à l'Afrique un effort gigantesque, un savoir-faire considérable. La France est une des nations agricoles les plus puissantes du monde. On a sans doute, dans le partenariat sur ce sujet de l'alimentation, beaucoup à faire. On a sans doute beaucoup de nouvelles frontières pour notre agriculture. Si on ne reste pas empêtré dans les éleveurs de porcs de Bretagne qui ne trouvent pas leur rémunération parce que la grande distribution achète moins cher et que l'Europe n'a pas créé un marché assez équilibré. Il y a cette vision, d'ailleurs, le monde agricole a cette vision, mais il faut sans doute pousser les feux de cette vision pour que l'Europe, dans son ensemble, aille aider et tendre la main aux entreprises, aux entrepreneurs africains sur cette question alimentaire. Puis il y a la question plus globale technologique où l'Afrique, je crois que ça fait partie des sujets qui sont évoqués dans ce festival, elle est connectée, elle est branchée, elle développe l'Africa Tech, elle existe. Et nous avons tout à gagner à rapprocher nos savoir-faire, à rapprocher nos étudiants, à rapprocher notre jeunesse, pour faire en fait que la jeunesse européenne, elle rêve de nouvelles frontières. La jeunesse africaine, elle rêve de croissance et de développement. Si elle se rencontrait et que nous sachions additionner l'Europe plus l'Afrique,
Moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que si votre génération sait faire ça, par toutes sortes de moyens, macro, micro, économiques, politiques, si on montre à nos compatriotes quelle est cette réalité et quel est l'enjeu, dans tous les sens, négatif, positif, si on sait faire que l'Europe plus l'Afrique s'additionnent, coopèrent, travaillent ensemble, eh bien le centre vital du XXIe siècle, il ne sera plus en Asie, ce qui semble être ce qui se décide aujourd'hui, mais le centre vital du XXIe siècle, il repassera, comme c'est souvent le cas dans l'histoire globale du monde, sur l'Europe plus l'Afrique, et nous serons, et ce sera le centre vital du monde. Imaginez l'Europe plus l'Afrique, c'est 2,5 milliards d'habitants à la perspective de 2050, si je ne compte que l'Europe au sens de la communauté économique, si je ne compte même pas le continent européen au sens de ce qu'il peut représenter. Donc imaginez que nous sommes évidemment au cœur d'un enjeu majeur. C'est pas pour rien, sans doute, que les responsables de ce festival ont choisi ce sujet de réflexion. Il faut en faire la pédagogie. Il faut montrer la réalité des choses. Elle n'est pas simple parce qu'il y a des aléas, parce qu'il y a des difficultés, parce qu'il y a des tensions, parce qu'il y a des guerres, parce que les phénomènes démographiques qui sont au cœur de tout entraînent évidemment beaucoup de perspectives qui peuvent être des perspectives sombres, c'est vrai, il ne faut pas expliquer que c'est un monde parfait où tout irait bien, mais au fond c'est parce que c'est difficile que nous devons être les plus en pointe d'abord sur la compréhension et sur la présence. En plus, nous le devons historiquement, nous avons ce lien si étroit avec l'Afrique. Et que quand on parle de l'Afrique aux Français, pour ne parler que des Français, il y a dans l'âme, dans le cœur de chacun, des choses qui remontent. Chacun a un bout d'histoire avec l'Afrique. L'Afrique noire, l'Afrique du Nord, chacun a un bout d'histoire avec ce continent. Et que cette réalité-là, elle me semble absolument passionnante. Elle nécessite sans doute que des élus s'y intéressent. Je vous conseille, pour ceux qui veulent un peu de notes biographiques ou bibliographiques, de lire le rapport qui a été fait par le Sénat sur l'Afrique, qui a été fait par le sénateur Lorjou et le sénateur Bockel, qui est un pavé impressionnant, mais qui était un excellent résumé de la situation, beaucoup mieux que je n'ai pu faire de façon peut-être pas assez organisée dans mon propos de ce matin, et qui ouvre bien les perspectives, les enjeux, les opportunités de ce que peut représenter ce couple Europe-Afrique que j'appelle de mes voeux, et cette capacité que nous devons avoir non seulement de tendre la main, mais aussi d'organiser l'avenir des générations qui viennent autour de cette réalité géographique et géopolitique. Voilà, en quelques mots, je ne sais pas si je suis dans les temps, mais peu importe, on va passer aux questions sur ce sujet. Ce sera peut-être plus vivant comme ça, mais en tout cas, voilà le propos que je voulais porter au nom de Jean-Louis Borloo aussi, qui, dans la capacité extraordinaire qu'a cet homme à essayer d'être une force de conviction, a pris son bâton de pèlerin, a rencontré pratiquement tous les chefs d'État africains et porte sans cesse ce discours en disant l'accès à l'énergie, c'est le préalable. On va vous aider non pas à faire, mais à vous organiser pour mieux accéder à l'énergie. Et une fois que l'accès à l'énergie sera sur de bonnes rails, eh bien, on peut penser que beaucoup de choses pourront... en tout cas, il y aura les éléments pour régler beaucoup de choses. Merci d'avoir été attentif et je serai heureux maintenant de répondre à vos questions. Merci, Monsieur Judot. Merci, un homme politique donc synthétique. Juste comment le chantre du Made in France peut s'intéresser à l'Afrique? Je savais bien qu'il y aurait une question piège. Je ne pensais pas qu'elle viendrait de ce côté-là. Au fond, c'est assez cohérent dans ce que je disais. Quels sont les marchés de demain pour les entreprises de production françaises? Quels sont les partenariats qu'ils peuvent créer demain? On voit bien... alors, il y a l'Europe, avec tous ses aléas, et il y a les marchés d'Asie qui font rêver. Il y a beaucoup d'entreprises, notamment de PME, qui en sont revenues. Et puis, il y a l'Afrique.
c'est un marché émergent, puissant, global, et c'est une capacité que devraient avoir nos entreprises du Made in France, pour qui j'ai une affection toute particulière, de s'allier, de trouver des alliances productives avec des Africains. Je parlais de l'alimentation. J'ai à l'esprit un pays qui aujourd'hui recherche pour créer sa ressource sucrière un partenariat. Il y a en France des grandes coopératives de production de sucre qui sont très puissantes dans le monde, qui sont très françaises, qui sont fondées par des agriculteurs français, qui sont dans le Made in France, qui peuvent venir aider à créer ces outils et évidemment à accéder ensemble à ces marchés. Donc je pense qu'il y a au fond une cohérence, c'est que le débouché du Made in France, c'est en grande partie l'Afrique. Et que le marché, si on raisonne en termes purement économiques, je ne voudrais pas être trop froid dans mon raisonnement, mais que le marché de demain de nos entreprises, il passe beaucoup par l'Afrique. C'est complexe, c'est difficile de faire du développement aujourd'hui. Les cadres ont un peu de crainte d'aller s'installer en Afrique compte tenu des questions de sécurité qui sont au cœur de l'actualité. D'ailleurs, les terroristes ne s'y sont pas trompés dans l'impact que ça a, mais au fond, il faut pas lâcher cette idée que les entreprises européennes et les entreprises africaines, et les entreprises françaises en particulier, les entreprises africaines, ou les jeunes chefs d'entreprise africains, il y a beaucoup de jeunes chefs d'entreprise africains, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de jeunes créateurs qui sont des gens qui ont compris et qui veulent prendre leur part. Eh bien, il faut les appareiller avec des entreprises françaises du Made in France pour que ce soit nous plutôt que les Chinois. Et aujourd'hui, on voit bien que, si je raisonne dans l'Afrique du Nord, les Turcs sont en train de prendre les marchés du bâtiment et de la construction, que les Chinois sont présents partout sur beaucoup de marchés, y compris le marché automobile, qu'on est très en retard sur cette vision. Et je pense qu'il ne faut pas rentrer simplement avec la porte du commercial en disant « j'ai quelque chose à vous vendre ». Il faut rentrer avec l'idée de dire « on a quelque chose à faire ensemble ». Et c'est du global. C'est la raison pour laquelle je crois vraiment que l'idée de Jean-Louis sur l'énergie, elle est fondatrice. Parce qu'elle est fondatrice d'une relation et d'une utilité partagée qui n'est pas vulgaire au sens de « on va vous vendre, vous allez être nos clients », c'est « on va faire ensemble ». Alors, vous avez évoqué la menace chinoise. Est-ce que nos hommes politiques de tous bords sont conscients de cette menace ? Alors, je ne sais pas s'il faut parler de menace, mais au fond, si on veut mobiliser les gens, il faut bien qu'il y ait un ennemi. On ne mobilise pas les troupes s'il n'y a pas un ennemi. Donc, les Chinois sont un ennemi assez pratique. D'abord, ils sont puissants. Ensuite, on ne comprend pas toujours là où ils vont. Ils ne sont pas forcément lisibles avec notre cerveau cartésien. Et on ne partage pas du tout la même histoire. Donc, est-ce qu'il y a une prise de conscience de la réalité ? Oui, je crois. Il y a aussi une prise de conscience de l'overdose chinoise. J'étais il y a quelques mois en Algérie. Les Algériens commencent à dire, les Chinois, ça va. Les Français, il faudrait peut-être revenir. Quand la grande mosquée d'Alger est construite par des entreprises chinoises, grande mosquée d'Alger construite par des entreprises chinoises, qui importent tout, le personnel, grande partie, la nourriture du personnel, la distraction du personnel, les filles, pour dire des choses un peu triviales, ça crée sur l'opinion publique algérienne un rejet qui est fort. L'absence de partage culturel, il est aussi pour nous un atout. Donc, la prise de conscience, je ne sais pas. J'ai le sentiment que oui, il ne faut pas avoir une vision de l'Afrique uniquement par opposition aux Chinois. Ils ont aussi leur place et ils ont aussi leur rôle dans le grand concert mondial. Mais il faut peut-être se dire qu'ils ont compris plus vite que nous. Ils ont peut-être plus de festivals de géopolitique que nous. Et les générations ont compris plus vite que nous que l'expansion chinoise, elle ne se ferait pas seulement sur le continent chinois, mais qu'elle se ferait en dehors, que les besoins de la Chine pourraient être, je pense notamment à l'alimentation, peut-être satisfaits aussi par des territoires vastes sur ce sujet, et qu'ils sont rentrés avec, je l'évoquais tout à l'heure sur l'exemple du Comore, avec une brutalité qui nous désarçonne et qui doit nous obliger effectivement à nous remobiliser. Oui, je crois qu'il y a une grande mobilisation. Je crois que l'Europe et l'Afrique doivent se parler beaucoup plus. C'est au fond quoi ? C'est au fond
28 États d'un côté et 54 de l'autre. On devrait arriver à réunir ces chefs d'État, les enfermer dans un séminaire, dans un beau château quelque part, en leur disant vous ne sortirez que le jour où vous aurez un accord puissant, global, de co-croissance et une vision un peu commune des 15 prochaines années. Allez, en avant. Oui, mais il y a eu plein de sommets franco-africains, Europe-Afrique, et pour l'instant, c'est plutôt stérile. C'est trop institutionnel, c'est trop lié aux égoïsmes des uns et des autres. Ça repose la question de l'Europe parce qu'au fond, l'Europe n'a pas une expression collective sur ce sujet. On retombe trop dans la France-Afrique avec ses traumatismes, ses errements, ses excès qui bloquent le système. Moi, je pense que c'est l'Europe-Afrique qu'il faut inventer. Mais pour inventer l'Europe-Afrique, il faut que l'Europe en ait conscience et puis que l'Afrique, de notre côté, en ait conscience parce que l'organisation de l'unité africaine n'est pas forcément construite. Et que des projets, pardon d'être un peu monomaniaque, mais je ne jouerais pas mon rôle si je ne l'étais pas, des projets comme ceux portés par Borloo sont des projets très fédérateurs de tout le monde. Effectivement, ça, je pense beaucoup plus à la diplomatie des projets. Je crois que simplement des institutions ou des organisations politiques. Et puis la jeunesse. Et puis le partenariat qui peut être développé aussi par, et on vient peut-être sur un sujet qui est lié à la maison qui nous accueille, mais sur nos grandes écoles. Je crois qu'aujourd'hui, à travers les outils qui existent, à travers l'e-enseignement, le partage, le co-enseignement va être d'autant plus possible. Et que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Voilà, ne faisons pas des Chinois des ennemis plus que ça, mais enfin, ayons quand même conscience qu'ils sont en train d'essayer de brouter sur des terres qui devraient plutôt être des terres communes, et donc ayons la capacité de mobiliser. Est-ce que nos hommes politiques croient en l'Afrique? Ça dépend des générations. Au fond, il y a la génération de ceux qui ont connu la décolonisation, et avec tous les traumatismes et les excès et toute la période post-décolonisation qui a été une période où a régné ce qu'on a appelé la France-Afrique. Et cette génération-là a une vision des choses. Je crois que la nouvelle génération d'élus, les cadres de la politique ont vraiment cette vision. En tout cas, ceux avec qui j'échange ont vraiment cette vision des questions. Que ce n'est pas une question simple, hein, que les difficultés derrière sont quand même extrêmement lourdes, et qu'au fond, le malheur de l'Afrique ou la mainmise de l'Afrique par les terroristes sur l'Afrique aujourd'hui est peut-être, au fond, quelque part, le meilleur service à rendre pour que ce sujet remonte à la surface. Il y a une urgence, il y a un danger, on doit être là. L'intervention française au Mali a été une bonne chose. Il fallait aller éviter que Bamako ne tombe entre les mains des choses. Et au fond, l'urgence est peut-être une bonne nouvelle, non pas à court terme et non pas pour ceux qui en subissent les affres, mais à moyen terme pour la prise de conscience. Et puis enfin, la prise de conscience, est-ce qu'on va laisser longtemps la Méditerranée être le cimetière de nos incapacités? Est-ce qu'on va laisser 7, 8 millions, 10, 15, 20 millions d'Africains demain essayer de venir aux portes de l'Europe et pour une grande partie, se noyer en Méditerranée sous nos yeux sans qu'on réagisse? Ça me semble être le plus insupportable de l'histoire. Et l'idée de dire qu'on pourrait fermer tout ça et boucler ça à double tour est une idée qui n'a pas de sens. Enfin, je suis un régulateur, je suis pour qu'il y ait des règles, je suis pour qu'on les fasse respecter. Mais quand vous avez des millions d'hommes qui migrent pour des raisons de survie, le discours politique, il ne peut pas être le même que quand c'est une migration beaucoup moindre. Donc oui, je pense qu'il y a une nouvelle génération qui prend conscience. Si elle ne le prend pas, il faudra que les électeurs leur fassent prendre conscience. Et la nouvelle génération des électeurs, c'est celle des étudiants. Donc allez botter le derrière de vos élus quand ils ne comprennent pas le sujet. Merci. Alors vous avez évoqué les nouvelles technologies. On va donc regarder du côté de Twitter les questions qu'il y a. Pas de questions donc, pour l'instant. Donc, par contre, il y en a dans la salle. Alors... Bonjour. Bonjour, Vincent, étudiant en troisième année à Grenoble. J'ai une question en fait en particulier parce qu'on voit que la France a pas mal d'actions de sécurisation en Afrique. Comment la Fondation Borloo justement met en œuvre pour coaider en fait en sécurisation, électrification et pour que les populations se sentent sécurisées et n'aient plus envie justement de venir dans d'autres pays mais rester en Afrique pour développer leur continent. Alors,
La Fondation Borloo, c'est une toute petite structure qui s'est donné un objectif, c'est susciter la création de l'Agence africaine d'électrification et ensuite aider à trouver des fonds internationaux publics ou privés pour que la part de l'investissement, on estime qu'il faut 5 milliards par an sur 5 ans d'investissement public pour déclencher 250 milliards de travaux. Donc le rôle de la Fondation Borloo, c'est ça. Évidemment, dans les questions que posent ceux qui seraient les investisseurs, les entreprises, il y a la question de la sécurité. Je vais investir dans une centrale photovoltaïque à tel endroit qui me garantit sa pérennité, sa sécurisation. Donc l'enjeu, évidemment, de sécurité de l'Afrique, l'enjeu militaire, l'enjeu de renseignement, il est majeur dans cette affaire. Force est de se constater qu'il y a à peu près la France toute seule et que là, on a un vrai problème européen et on a un vrai problème des autres pays d'Europe vis-à-vis de ce sujet-là, vis-à-vis de la capacité qu'ils n'ont pas de porter secours et assistance à l'Afrique face aux dangers qui les menacent. Regardez la question tunisienne. Pays très proche, un pays qui partage beaucoup de choses démocratiques, un pays développé qui est aujourd'hui à portée de main du terrorisme parce que la Libye a été déstabilisée et qu'au fond, la sécurisation des 500 km de frontière entre la Libye et la Tunisie, personne ne la prend vraiment en charge globalement. Bon, là, on a un manque. Alors, ce n'est pas Borloo et sa fondation qui peuvent le régler, mais ça fait partie des préalables qui, si on ne les règle pas, risquent de faire que l'ambition que j'évoque ou que les perspectives que j'évoque se trouvent mises à mal. Et il faut donc que l'Europe agisse sur cette question-là et qu'elle ait cette capacité-là à mobiliser des moyens pour aider à sécuriser l'Afrique et aider les pays d'Afrique à trouver leur sécurité. On voit bien les points de difficulté, on voit bien les difficultés des armées africaines. On dit aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça m'a été rapporté qu'en front à front, Boko Haram serait capable de battre n'importe quelle armée d'Afrique. Je ne sais pas si c'est vrai, hein. Je suis très prudent sur cet aspect des choses. Enfin, en tout cas, il y a une force là qui existe, qui s'approvisionne à partir de la Libye, mais pas seulement, qui va trouver une rente liée au pétrole. Et puis on voit bien la jonction qui est possible avec Daesh. Voilà, alors pour l'instant, tout le monde ne s'entend pas, il y a encore des guerres de clans, mais enfin un jour peut-être, hélas. Donc cette question-là, la sécurité, elle est préalable, elle est majeure. La Fondation Borloo n'a pas pour vocation ou pour ambition de pouvoir tout régler. Et puis il y a des secteurs d'Afrique qui sont sécurisés, même si, on l'a vu avec la Côte d'Ivoire, ils peuvent faire l'objet d'attentats, mais enfin Paris fait aussi l'objet d'attentats, donc c'est pas pour autant qu'on ne peut pas y faire du développement et qui doivent être les leviers du développement. Puis il y a la grande Afrique du Sud qu'il ne faut pas négliger qui est aujourd'hui parmi les pays d'Afrique, le deuxième pays après le Nigeria en termes de développement. Donc ce qui devrait mobiliser un peu le monde anglophone, puisqu'il y a aussi cette réalité. Il n'y a pas assez de vision globale, de discours. Moi, je plaide pour qu'il y ait dans l'Europe un commissaire européen à l'Afrique, et que la question Europe-Afrique, elle soit transversale. Je plaide pour qu'on puisse dire, par exemple, que les entreprises européennes qui investiraient en co-croissance avec des entreprises africaines pour le développement de l'Afrique puissent avoir un crédit d'impôt. On a inventé le crédit d'impôt formation ou le crédit d'impôt innovation qui fonctionne plutôt bien. Eh bien, pourquoi n'invente-t-on pas le crédit impôt co-croissance ? En disant à une entreprise française, vous prenez des risques, vous allez investir en Afrique, vous nouez des partenariats avec des entreprises africaines pour faire de la croissance, crédit d'impôt. Croyez-moi, le rapport économique que ça lèverait est infiniment plus puissant que ce que ça peut coûter. Et ça peut aussi inciter les entreprises à participer aussi à cet effort de sécurité. Merci. Alors, il y avait une question, mademoiselle. Posez vos questions par Twitter pour qu'au moins on puisse en avoir sur Twitter. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, c'est un jour très intéressant. Il y a 5 ans, le Conseil de sécurité des Nations Unies décidait les actions d'intervention sur Libye dans le 2011-17 mars. Je suis un étudiant chinois. Vous avez dit que vous vous êtes approché de l'Afrique, mais en Chine, on pense que les
les interventions de pays d'Occident sont d'un impact négatif sur le problème de Nord-Afrique, sur la crise de guerre civile d'Afrique, sur la crise de réfugiés, sur la crise de terrorisme. Leur intervention cause la crise ou l'aggravation de crise. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? On est vraiment dans la géopolitique, vous le voyez. En plus, donc Grenoble, école des oui. multiculturels Oui, et multi-internationales. Si vous voulez faire des Chinois des ennemis, les choses fonctionnent. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, pardon, mais au fond, vous dites, est-ce qu'il fallait intervenir en Libye? Est-ce que l'intervention en Libye n'était pas une erreur? C'est ça votre question? Est-ce que je l'ai à peu près compris? Oui. C'est ça. Oui et non. Oui et non, au fond. Oui, parce que derrière l'intervention et la chute du tyran Kadhafi, il n'y avait rien. Et qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est un pays qui est laissé dans une situation terrible et sur lequel ont mis la main les terroristes les plus excessifs. Ça pose une vraie question dont je n'ai pas la réponse à moi tout seul, qui nécessiterait peut-être une session spéciale de l'école ou du festival. C'est au fond, est-ce qu'il faut mieux un tyran qui tient un pays que pas de tyran? C'est complexe. Je pense que l'intervention en Libye a ouvert le champ de la présence terroriste en Libye, c'est incontestable. Est-ce qu'on pouvait ne pas intervenir en Libye et laisser faire ce qui se passait en Libye? Est-ce que Kadhafi n'allait pas lui-même passer le deal avec Daesh? Je n'en suis pas sûr non plus. Parce qu'on réécrit toujours l'histoire en faisant comme si il ne se déroulerait rien si la situation antérieure était restée. Je ne suis pas sûr non plus. Mais vous avez raison sur la stratégie. On a commis des erreurs qui peuvent être des erreurs extrêmement coûteuses, comme sans doute ce qui s'est passé en Irak et l'intervention américaine en Irak a été déstabilisatrice de tout ce secteur. Il faut aussi savoir le reconnaître. Alors après, on ne peut pas être non plus en Afrique simplement pour capter la manne économique et ne pas vouloir s'occuper de l'assistance à pays en danger. Ce n'est pas un message au gouvernement chinois, mais c'est aussi une réflexion que tout est globalisé dans cet aspect des choses. Voilà, je vous fais une réponse de centriste. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance de ce que c'est qu'un centriste en France. Les Français le comprennent assez bien. Mais je n'ai pas une idée totalement tranchée pour vous dire c'est totalement nul ou totalement positif. Et je n'ai pas forcément tous les éléments pour vous apporter une réponse savante. Il faut savoir aussi reconnaître quand on ne sait pas. Olivier? Oui, c'est bon, merci. Donc bonjour, Olivier Catora du pôle de compétitivité TNR10. C'était pour comprendre un peu l'actualité de la Fondation pour les énergies en Afrique. Est-ce que vous avez un calendrier particulier ou des jalons qui vont permettre de tangibiliser un peu plus cette action? Et concrètement, pour des entreprises qui sont actives dans le monde de l'énergie, comment elles peuvent rentrer en contact avec vous ou développer des synergies? On organise une mission en Afrique pour African Utility Week au Cap avec des entreprises du bassin grenoblois. Est-ce qu'il y a des synergies potentielles avec la fondation que vous présidez ou en vice-présidence? Alors, le calendrier, c'est assez simple. Jean-Louis Borloo a obtenu un accord à l'unanimité des 54 pays d'Afrique pour créer l'agence, ce qui était déjà un premier travail. Le second, c'est qu'il y a un chef d'État africain qui a été désigné pour en être le pilote politique pour monter l'agence. Le souhait, ce serait que cette agence puisse se constituer, c'est pas forcément une très grosse structure, hein, c'est un peu d'ingénierie, se constituer dans les 6 mois qui viennent, et puisse être le réceptacle, c'est le point le plus important, des aides. Et donc la deuxième partie du travail de Jean-Louis Borloo, c'est aussi bien à l'échelon de l'Europe, je crois qu'il a obtenu déjà quelques milliards d'engagements qu'à l'échelon international, que l'agence puisse porter les aides. Alors ces aides,
pouvant être utilisés de deux manières, soit pour cofinancer des projets, mais souvent on s'aperçoit que ce n'est pas ce que demande l'investisseur ou l'entreprise. L'entreprise, elle dit, il faut m'apporter des garanties. Je vais créer, prenons l'énergie renouvelable, un champ ou un site d'énergie renouvelable et de panneaux solaires. Je fais l'investissement, mais il faut juste me garantir sur 25 ans que j'aurai bien la recette. Parce que si je n'ai pas la garantie de la recette et qu'il y a trop d'aléas sur ce sujet, mon opération ne tient pas. Donc c'est ce travail qui est en train d'être fait de réflexion pour savoir comment cet argent pourrait peut-être servir ou à financer ou à garantir des projets pour accélérer l'investissement. Alors aujourd'hui, la Fondation Borloo n'est pas une porte d'entrée économique qui est capable de vous dire voilà la liste des appels à projets des 54 pays d'Afrique et voilà les calendriers pour y répondre. Mais bien évidemment, ça fait partie des éléments qui sont à notre esprit et qui devraient permettre très vite que dans tous les pays, dès qu'il y a un projet énergie, ils puissent avoir dans des temps brefs le regard de l'agence de l'électrification et que l'agence puisse dire voilà ce que je peux faire pour vous. Voilà. Il y a aussi des endroits où les projets s'autofinancent, où il n'y a pas forcément besoin d'apport extérieur sur cette affaire. Donc, après, si vous souhaitez en savoir plus, le conseil d'administration et le tour de table de la Fondation est aussi ouvert au monde de l'entreprise. Il y a quelques entreprises qui ont d'ores et déjà décidé d'être présentes pour avoir un poste d'observation et d'intervention sur ce sujet. Mais ce n'est pas un outil économique, c'est un outil évidemment de fondation d'intérêt général. Une question. Je vais vous laisser vous présenter, allez-y. 1, 2. C'est bon. Bonjour, je suis Serge Boyer, j'enseigne à Toulouse. J'avais une question très précise sur le projet Desertec européen qui a une dizaine d'années. Je veux savoir où ça en a été. Je sais qu'il y avait des Allemands qui étaient assez partenaires dans cette affaire. Je ne sais pas. Pardon. Je ne sais pas forcément. Il y a effectivement eu pas mal de projets qui ont porté sur l'énergie. Je crains que celui dont vous parlez n'ait pas beaucoup prospéré. Il y avait des projets qui étaient un peu des pétitions de principe ou qui étaient des visions un peu, comment dire, livresques et pas forcément opérationnelles sur cette question. Mais je vous avoue à ma grande honte que je n'ai pas une réponse plus précise à votre question. Je peux peut-être essayer de trouver la personne qui pourrait vous renseigner sur ce sujet. Merci, monsieur. Oui, bonjour, Jean-Claude Thiot. Monsieur Yves Gégaud, vous avez parlé d'un programme d'électrification pour l'Afrique, bien sûr. J'ai cru comprendre à travers les propos que vous avez tenus, il s'agirait bien sûr d'une électrification avec des énergies renouvelables. Rassurez-moi qu'on ne va pas faire un EDF en Afrique ou pire, leur vendre un EPR. Alors, je ne sais pas si je dois vous rassurer sur EDF. Sur ce sujet, évidemment, c'est naturellement plus d'énergie renouvelable. Ce n'est pas forcément que de l'énergie renouvelable. Et puis, il n'y a pas de tutelle pour imposer aux États africains le mode d'accès à l'énergie qu'ils souhaitent. Il y a un vrai mouvement. Il y a une première fédération qui s'est créée des entreprises d'énergie renouvelable. Et je pense à monsieur, on pourra vous mettre en relation avec eux d'Afrique. Donc il y a une vraie appétence. Il faut distinguer le milieu urbain et le milieu rural, parce que le milieu plus urbanisé peut fonctionner avec des réseaux assez classiques selon le modèle qu'on connaît nous. Le milieu plus rural doit fonctionner sur des micro-sites de production et des mini-réseaux. Et ça, c'est plutôt évidemment sur le renouvelable sur ce sujet. Donc, et je crois qu'il y a une très grande attention pour avoir rencontré quelques-uns de ces chefs d'État africains, des chefs d'État africains sur la COP 21 et sur l'exemplarité qui doit être ceux de l'Afrique sur ce sujet. C'est une des raisons d'ailleurs qui avait fait dire à Jean-Louis Borloo qu'au fond, dans la stratégie de la COP 21, il fallait financer l'accès à l'énergie de l'Afrique pour d'abord rattraper, compenser le fait que l'Afrique ne rejette pas de CO2 et inciter à ce que ce soit de l'énergie renouvelable. Il n'y a pas d'ailleurs que l'énergie solaire, il y a aussi tout ce qui est l'hydraulique. Hein. Les barrages sont aujourd'hui dans beaucoup de pays des puissances absolument formidables qui peuvent
peuvent se mettre en forme. L'éolien existe ou doit pouvoir exister aussi sur cette question. Voilà, donc je pense qu'il y a une vision partagée, qu'il y a une sensibilisation des États africains pour ne pas passer par des techniques ou des technologies qui sont celles que nous sommes, nous, en train d'abandonner. Mais il n'y a pas de tutelle, hein, ce sont des pays libres, indépendants, autonomes, souverains. Merci Monsieur Gégaud. Alors j'ai retenu donc grâce à l'Afrique, le français sera l'une des langues les plus parlées dans les années à venir. C'était un clin d'œil également par rapport à la semaine de la langue française. J'ai retenu également votre projet de création d'un impôt. Mon projet, co-construction. Avant de dire projet, l'idée, si je sors d'ici en disant voilà encore un élu qui a un projet de création d'impôt. Mais rassurez-vous, je vais beaucoup tweeter là-dessus. Allez, votre actualité dans les semaines à venir et notamment sur Made in France. Mon actualité dans les semaines à venir sur le produire en France, rien de plus significatif que ce que je ne fais déjà. Mon actualité du week-end, et c'est ma semaine des grandes écoles, c'est que je serai à Boston dimanche devant les étudiants d'Harvard français et on planchera ensemble sur l'idée de dire comment faire en sorte que ceux qui sont partis ou qui veulent partir parce qu'ils ne croient plus en la France puissent un jour revenir. Voilà un beau sujet. Parce que je suis persuadé qu'au fond, la question de l'immigration qui nous occupe beaucoup, c'est peut-être pas la plus majeure. Pour la France, la question de l'émigration est une question autrement plus sensible. Voilà, donc mon actualité, c'est que je vais voir les deux plus grandes écoles du monde, GEM et Harvard, dans 3 jours. Je vous remercie, c'est une très belle conclusion. Merci à vous donc par votre présence et puis bien évidemment les débats continuent et au plaisir de vous retrouver dans les couloirs et dans les conférences. Merci.